s'est dit, est-ce qu'il faut des engrais minéraux? C'est des engrais minéraux qui vont booster le pied de vigne, mais qui n'ont pas d'action de fond, qui n'enrichissent pas le sol, ou c'est simplement une sorte de coup de fouet. Puis vous avez les amendements organiques, qui sont des amendements de fond qui vont relarguer progressivement les éléments nutritifs dans le sol. Donc moi j'ai dit, normalement il faut des amendements organiques, mais on peut aussi ponctuellement booster avec un peu de minéraux. On peut apporter quelques amendements minéraux pour la première année et avoir un petit effet booster, mais il faut également apporter des amendements organiques pour enrichir le sol, pour que votre sol finalement progresse en termes de réserve nutritive pour la vigne. Il faut savoir en fait que plus on apporte des engrais boosters en surface dans les sols, plus le système racinaire remonte, plus la vigne va venir se nourrir là où vous lui mettez les engrais. Et donc en réalité on affaiblit la vigne. C'est pas considéré comme positif. Du coup j'ai perdu le fil. Oui, donc l'idée c'est qu'il faudrait apporter des amendements organiques, mais on peut éventuellement penser, dire voilà, on a besoin d'un petit coup de fouet et j'apporte quelques amendements minéraux en complément pour booster ma vigne la première année, etc. En fait, ce qui va se passer, c'est que ces engrais apportés dans le sol vont favoriser la croissance des végétaux. Vous allez avoir plus de feuillage, plus de rameaux, plus de grappes. Le diamètre des rameaux sera plus important, la taille sera plus facile. En fait, plus vous allez booster la vigne, et plus la taille va devenir facile et plus il y aura de la production. Donc ça peut paraître tout simplement positif. Après, derrière, il faut savoir que plus je booste ma vigne, plus elle pousse, plus elle est chargée en raisin, et plus elle sera fragile. Plus vous allez avoir des problématiques de maladie. En réalité, le fait de booster la vigne renforce l'impact des maladies. Votre vigne sera plus fragile. Donc ça veut dire que la protection phytosanitaire, c'est un vrai enjeu de fond. Il faut bien voir que même si vous mettez des engrais, etc., et que vous avez 2000 ou 3000 kg de raisin dans votre parcelle, tout ça peut être détruit en 15 jours par du mildiou. Et donc, effectivement, la problématique mildiou et pourriture, elle sera accentuée par l'apport des engrais. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment un aspect clé qui est l'aspect protection de la vigne. Alors, protection de la vigne en chimie, je dirais que c'est relativement gérable parce qu'on sait qu'on va positionner nos produits tous les 10-12 jours selon la climatologie et que pendant ce temps-là, on est tranquille parce qu'on met des produits systémiques qui se baladent dans la sève et qui vont aller protéger même les organes en croissance. Donc, avec la chimie, on arrive à une protection assez simple et assez efficace. Est-ce que le dosage organique et minéral, qu'est-ce que c'est? Le dosage. Les proportions? Oui. En fait, on apporte donc de l'azote, du phosphore et du potassium. Moi, je ne suis pas un expert en engrais parce que j'en apporte jamais. En fait, nous, on préfère perdre des volumes et viser la qualité à long terme. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on a 4000 pieds de vigne à Saint-Prix, à côté d'Anguin. On est en bordure de forêt, on a de la pression puisqu'il y a de l'humidité, etc. Mais on a des volumes de vendange qui ne sont pas très importants, mais par contre on sait que c'est très qualitatif. Et globalement ça va, si on arrive à faire nos 200 litres sur 2500 pieds, on est content. Évidemment, ici sur 800 pieds, vous voulez faire 300, 400 litres, 500 litres, quelque chose comme ça. Donc disons que nous, ça nous permet de bosser en bio. Nous, en fait, le fait d'avoir une vigne peu vigoureuse fait qu'on n'a pas énormément de feuillage, on n'a pas de densité de feuillage, et donc on a une certaine facilité à protéger. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, en apportant les engrais, vous allez avoir énormément de rameaux et énormément de feuillage, et donc, en fait, une difficulté ensuite à protéger la grappe, à pénétrer au sein de la végétation pour appliquer les produits. Voilà, tout ça augmente un petit peu la difficulté. Nous, ce qu'on a noté aussi, c'est que le mode de pulvérisation phytosanitaire était très important, que notamment les petits pulvérisateurs à dos aujourd'hui ne nous permettaient pas d'être efficaces dans le positionnement de traitement. Bon, la chimie, c'est vrai que si vous mettez de la chimie, pulvérisateur à deux, ça va aller parce que la chimie, elle se répartit. Même si vous vous positionnez mal, après, si c'est du systémique, par la sève, ça va aller protéger un petit peu l'ensemble. Mais dès qu'on est, nous, en bio, avec l'objectif bio de faire de la bouillie bordelaise et du soufre,
faut absolument positionner au mieux les produits sur l'ensemble du feuillage, des grappes, etc. Et ça veut dire que nous, on bosse avec un atomiseur, donc c'est-à-dire un pulvérisateur qui a un moteur et qui pulse de l'air de façon importante et qui micronise les produits apportés. Et ça nous permet de brasser le feuillage et en fait d'avoir beaucoup d'efficacité. Le simple bonne utilisation, enfin d'avoir le bon matériel de pulvérisation, ça va augmenter l'efficacité des produits 60 à 80%. Aujourd'hui, nous, dans des situations difficiles, à la Défense ou à Saint-Prix, on arrive aujourd'hui, on a un beau résultat en bio, on a une grande efficacité en bio, mais grâce à l'atomiseur, qui nous permet d'avoir une bonne application des produits. Après, l'autre aspect, c'est les cadences. Ça veut dire que quand on commence la protection phytosanitaire début mai, première quinzaine de mai, il faut ensuite être absolument présent dans la vigne les jours stratégiques. Il faut être capable de pulvériser en semaine, de passer au bon moment après les pluies, ou dans une fenêtre météo convenable, etc. etc. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez respecter les cadences dans vos traitements? Enfin, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez appliquer les choses de façon régulière? On l'a fait cette année, oui. À la main, sans atomiseur. Avec des petits pulvérisateurs, et c'est vrai qu'il y en a qui marchent plus ou moins bien et qui projettent plus ou moins bien, et à mon avis, ça, de ce côté-là, ça pêche un peu, ça c'est sûr. Il faudrait qu'on envisage l'acquisition d'un atomiseur à ce moment-là. On travaille beaucoup plus vite avec un atomiseur? Pas forcément, parce que... Mais par contre, ça pulse et ça balance beaucoup plus de produits. Non, c'est vrai que la vitesse de passage dans le rang, il faut qu'elle reste quand même raisonnable. Mais la différence d'efficacité est colossale. Disons que nous, l'atomiseur aujourd'hui nous permet de bosser en bio, alors que ce serait strictement impossible avec des petits pulvérisateurs. Le type pulvérisateur oblige à aller sur le chemin. Donc ça, c'est une difficulté. Alors, ça veut dire que donc en fait, à partir du moment où vous allez mettre les engrais, que vous aurez de la vigueur dans la vigne, etc., donc il y a les traitements à faire, mais il y a aussi un petit travail d'effeuillage, de palissage. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, on est obligé de rentrer dans la vigne pour faire en sorte que la vigne puisse être traitée. Normalement, on fait un peu d'effeuillage autour des grappes pour pouvoir atteindre la sphère des grappes facilement avec les produits phyto, quoi. Donc, voilà. Donc en fait, il y a un ensemble de choses qui font qu'au final, c'est pérenne. C'est vrai que moi, j'ai quand même la satisfaction de pouvoir dire qu'aujourd'hui, on peut faire du bio. C'est possible. Mais après, effectivement, ça conditionne un peu l'usage de l'atomiseur et d'être très précis sur les moments d'intervention, d'avoir un calendrier. Et on considère qu'il faut quand même toujours être un peu en préventif. C'est-à-dire que si on bosse bien du 15 mai au 15 juillet, pendant 2 mois, après, on est relativement tranquille. Après, je dirais qu'on peut un petit peu lever le pied et finalement pulvériser moins. Si on pulvérise bien au bon moment et bien en préventif, au final, on pulvérise moins. Si je suis en retard, si je ne suis pas dans les cadences, si du coup j'ai de la pression dans la parcelle, ça m'oblige à pulvériser tard jusqu'au 15 août et finalement balancer beaucoup plus de produits. Donc, quelle cadence de traitement? Normalement, il faut intervenir tous les 10 jours. Tous les 10 jours, en tout cas, sur les premières périodes. Il faut adapter après quand même aussi les pulvérisations à la météorologie. Parce que quand il a plu, tiens, pour commencer. Oui, alors en réalité, quand il pleut, ça ne lessive pas 100% des produits. La pluie, la pire pluie qu'on puisse imaginer, elle fait tomber 60% du produit. Mais on ne va pas au-delà de 60% de lessivage. Donc en réalité, dans nos traitements phyto, nous on sait qu'on capitalise quand même du produit qui lui reste sur la végétation. Et on sait qu'après 3 à 4 applications de bouillie bordelaise bien placées, bien positionnées, etc., notre vigne est protégée. Malgré les pluies ne peuvent pas lessiver au-delà de 60% du produit. Donc... Et le retour en arrière, repasser au bio, là, ce serait envisageable. Alors moi je pense que le plus raisonnable, c'est d'avoir une partie de la vigne traitée en bio et l'autre partie en chimie. En fait, la sauce a besoin d'assurer, de pérenniser, etc. Puis surtout, vous avez une présence des maladies importantes dans la parcelle parce que vous avez des grosses années avec des très fortes contaminations.
Et le mildiou est dans le sol. Hein, donc les contaminants sont sur place, sont dans la végétation environnante. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à valider la démarche bio, mais simplement sur une partie de la vigne. Moi, je ferai en bio 4 à 5 rangs de vigne, et puis je ferai le reste en chimie aussi pour pouvoir observer la différence d'efficacité, pouvoir... Bon, et bien sûr, ce serait moi, je ferais 100% de bio, mais dans un cadre associatif, on va pas... Et puis, il faut quand même prendre en compte le fait que vous avez un historique difficile, hein, qui a eu des années à forte pression, et que donc, quelque part, il y a besoin un petit peu d'un nettoyage. En fait, votre travail en chimie aujourd'hui, il a pour objectif de nettoyer la parcelle, de faire redescendre la pression des micro-organismes, et voilà, pour retrouver un petit peu de sérénité. Vous avez besoin de retrouver un peu de sérénité, d'avoir l'impression de maîtriser les choses, hein, de retrouver de la maîtrise. Mais après, effectivement, moi j'aurais tendance à vous dire oui pour le bio, avec l'atomiseur, mais avec ensuite des calendriers de traitement hyper précis. Les calendriers de traitement, on les avait, puis on les respectait quand même. Hein, toutes les 2 semaines, on faisait des traitements et tout. Mais ça ne suffisait pas. Et puis je pense que de toute façon, on n'avait pas des pulvérisateurs suffisamment. On n'avait pas l'atomiseur, c'est ça le problème. C'est que sans l'atomiseur, oui, puis alors l'efficacité est beaucoup moins bonne. En fait, il faut arriver à 100% d'application. On aimerait bien revenir au bio. Il faut arriver à 100% d'application. Et malheureusement, avec un atomiseur à main, tu n'as que 50% du feuillage qui est couvert, quoi. Enfin, l'efficacité du positionnement des produits est dérisoire. Et le problème, c'est que s'il y a 50% qui n'est pas correctement protégé, bah, les maladies se développent là-dedans, et ça devient l'enfer. Avec la croissance du végétal, on est nécessairement en difficulté les années critiques. Bon, il y a des années où la climatologie est sympa et où tout va bien, mais ça va arriver une année sur 4 ou sur 5, hein, et puis le reste du temps, il faut un peu se bagarrer, et il faut être en tout cas hyper efficace. Quand tu traites à la bouillie bordelaise, tu mets un peu de soufre aussi? Du soufre, toujours? Cuivre et soufre, ouais. Le soufre, tu as besoin d'avoir un traitement de fond. Tu mets du soufre-fleur à un moment donné ou pas? Au début ou à la fin? En réalité, pas vraiment, parce que le soufre-fleur, on a un problème d'efficacité, problème de positionnement. En fait, la plupart des vignerons aujourd'hui abandonnent le soufre-fleur, sauf vraiment en région très sud. Et en fin de parcours? Non, plutôt au moment de la floraison. Donc plutôt autour de la floraison de la vigne. Mais aujourd'hui, le soufre immuable apporte un confort, et puis surtout des doses utilisées à l'hectare qui sont bien plus faibles. Le soufre-fleur t'oblige à balancer les quantités. Donc on a tendance à abandonner les poudrages, hein, au profit d'un mouillable bien fixant. Il y a héliosoufre, hein, il y a des spécialités commerciales aujourd'hui. Héliocuivre, héliosoufre permettent aujourd'hui de positionner des quantités assez faibles. L'efficacité des huiles, pour justement que ça colle davantage. T'en mets ou t'en mets pas? Ben non, justement avec ces produits-là, on a en fait des résultats qui sont excellents sans avoir besoin d'avoir un produit qui permet d'accrocher. Oui, a priori non. Non. Donc l'aspect traitement phyto important, il faut quand même bien sûr palisser, effeuiller un petit peu, il faut se préoccuper du fait qu'il n'y ait pas trop d'entassement de végétation pour que ça puisse pénétrer. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est un couvert végétal homogène. Il faut qu'il y ait le maximum de photosynthèse, mais il faut le minimum d'entassement. Il ne faut pas avoir trop d'entassement. Donc, tout ça est quand même assez compliqué à mener. En fait, chaque fois que vous allez avoir la végétation foisonnante, en bouquet, etc., il faut considérer que ça ne va pas. Et chaque fois que je vais avoir des trous de végétation qui manquent de la végétation, je dois considérer que j'affaiblis ma vigne parce qu'elle ne produit pas assez de sucre. Et en fait, plus j'ai de raisins, plus il faut de feuillage. Si vous avez beaucoup de raisins avec pas beaucoup de feuillage, bah, c'est la mort de la vigne. Enfin, c'est comme un gamin qu'on épuise, qui bosse à la mine. Voilà. À 15 ans, c'est fini, quoi. Il n'est plus bon à rien. Donc la vigne, c'est un petit peu pareil. Et c'est vrai qu'il y a des endroits dans le vignoble français où quand la vigne a 25 ans, on l'arrache. Ils sont dans une logique de productivité parce qu'ils vendent un peu cher et du coup, la qualité n'en est pas accessible. Et remplacer les pieds morts par un autre cépage, on envisage du chardonnay. Oui, bah, si vous faites de la méthode traditionnelle, le chardonnay est très intéressant pour faire des vins à bulles, c'est un vrai bon cépage.
Le chardonnay, il est sensible à l'oïdium. Maintenant, on ne va pas considérer que vous avez forcément des grosses problématiques d'oïdium ici. Hein. Je ne pense pas que l'oïdium vous bouscule de trop. Vous avez plus des problèmes de mildiou et de pourriture grise, peut-être sur raisin. Oui, pourriture grise aussi. Ouais. Donc à partir de là, le chardonnay est plutôt un bon cépage. Il y a un cépage qui est facile et producteur, c'est le gamay. Il faut savoir que le gamay mûrit mieux que le pinot noir, plus facile d'aller chercher les degrés, c'est naturellement producteur. Le gamay est un cépage facile. Vous voyez par exemple en Bourgogne, quand on fait le Bourgogne Passe-tout-Grain, c'est un mélange de gamay et de pinot noir. Donc ça c'est quelque chose qui existe aussi. Les maladies sur le gamay? Je dirais qu'il peut prendre le mildiou sans problème, mais c'est pas on en rit. non, en fait, pour trouver des cépages qui aient une vraie résistance au mildiou, c'est pas évident. C'est pas évident, on n'a pas vraiment de recette. Le bon cépage. Après, c'est les hybrides américains, c'est la vigne américaine. C'est vrai qu'on a des vignerons en Ile-de-France qui travaillent sur le Baco. Le Baco est un hybride de vigne américaine et de vigne française, et c'est vrai qu'ils sont tranquilles avec ça. Ils n'ont pratiquement pas besoin, et eux, ils défendent aujourd'hui cet hybride par le fait que ça n'oblige pas à faire de la chimie, ça n'oblige pas à aller loin dans les traitements, et que c'est un côté confortable. Et ils arrivent à faire des vins de Baco plutôt agréables. Le seul truc, c'est que le Baco, aujourd'hui, c'est interdit, voilà, c'est considéré comme un vieux truc du début du XXe siècle. Bon. Mais c'est vrai que ça peut aussi s'argumenter. Pourquoi c'est interdit? Le cépage américain, c'est ça? Oui, c'est... Comme les Noix, Isabelle, c'est des vins qui... un peu rinchou. C'est assez résistant aux maladies, quoi. Mais je ne connais pas l'équivalent en vigne vitis vinifera et qui soit résistante, quoi. Alors, donc, je peux donc rappeler... Donc, pour les volumes, donc pour avoir des volumes, c'est donc les engrais. Et puis donc la taille en bio. C'est les deux orientations qui vont nous permettre d'assurer vos volumes. Mais après, pour avoir les volumes, c'est la protection phyto. Protection phyto, si on n'a pas une bonne protection phyto, on peut flinguer les volumes, on peut détruire tous ces volumes de vendange. Donc là, c'est les cadences. Il faut avoir les bonnes cadences. Comment ça s'écrit? Cadence et... T'écris comme tu veux, on s'en fout. Ok. On comprend. Protection phyto, donc cadence et... Et l'application avec un appareil. Voilà. Un atomiseur. Ouais. Et ça vaut dans les combien, tu sais pas? Ça vaut 600 €. C'est un bon matériel. Parce que nous, c'est une question. Ouais. Alors peut-être que tu peux trouver ça chez Kiloutou pour... juste pour le louer, ça se fait. Ouais, mais bon, quand on va trouver là-bas 10 jours. Attends, location. Ça se vend. Oui, c'est pas fait, c'est pas il vaut mieux l'acheter. En occasion? Oui. Ah oui. Oui. Voilà. Logiquement, ça peut se trouver l'occasion. Ça me paraît très logique. Ah, d'occasion, je pense. Comment? D'occasion, oui, ça peut se trouver d'occasion. Au bon coin. Ouais, Pas plus. Oui, on met ça au bon coin. La cadence de 10 jours, donc pour la protection phyto, c'est 10 jours. Tous les 10 jours, on traite à partir du 15 mai, t'as dit. Oui. Alors, il y a des moments où on peut resserrer à 7 jours. Après, si on bosse en bio, c'est vrai que si on a des lessivages un peu importants sur les premières applications, on peut redescendre la cadence à 7 jours, quoi. On ne descendra pas en dessous de 7 jours. 10 jours, c'est OK en chimie, 10-12 jours, même parfois 14 jours. Oui, s'il fait beau, si on n'a pas de pluie, si on n'a pas tout ça, on peut faire tous les 15 jours. Alors le problème de la chimie, moi ce que j'aime pas dans la chimie, c'est qu'il n'y a pas de rémanence au-delà des 14 jours. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as fait ta pulvérisation, c'est protégé, mais dès que tu as passé la date, c'est fini, il n'y a plus de protection. Ce qui m'intéresse avec le mildiou, c'est que la protection, pour moi, c'est pérenne. Une fois que j'ai fait mes 4-5 applications de bouillie bordelaise, le vieux feuillage est protégé. Je peux encore flinguer le jeune feuillage en croissance, puisque lui n'est pas protégé, mais en réalité, le vieux feuillage me permet d'aller à la vendange.
En réalité, nous, en bio, à partir du début août, parfois, ou vers le 10 août, on arrête de traiter et on accepte que le mildiou vienne sur les jeunes feuilles qui n'ont pas été protégées, qui sont en développement. On arrête, de toute façon, ça ne sert à rien de courir après le mildiou sur le jeune feuillage en croissance. Ouais, donc, il y a pour moi quelque chose d'assez vertueux sur le cuivre, bien appliqué, quoi, avec des doses raisonnables. J'ai ensuite un calendrier de traitement avec les doses précises de cuivre. Aujourd'hui, on peut travailler avec des doses de cuivre assez faibles. Les préconisations, c'était 25 kg par hectare par application en bouillie bordelaise traditionnellement. Aujourd'hui, on arrive à descendre à 6 kg, à 5 kg, moins. 5 kg hectare. Donc, il y a quand même des voies de ce côté-là. Bon, vous avez quelque chose qui est qualitatif dans la vigne, c'est l'enherbement. Ça favorise l'enracinement de la vigne. On a tendance à désherber. Je pense qu'il serait préférable de laisser l'herbe. Ça nous arrangerait bien entre nous. Hein. Ah mais attends, les pieds, tu désherbes. Tu désherbes pas? L'enherbement, c'est entre les rangs. Non, normalement non. Ah mais attends, on a des trucs comme ça. Oui, mais on passe ça vient lécher. le coupe-fil. Ah ouais. On passe le coupe-fil, mais en fait, on installe un petit carter en caoutchouc, un tube. On a des charbons. Protéger le pied. Ouais, pour empêcher, en fait, on a un carter total autour de nous. On met un carter au pied pour le protéger et on passe. Ah non, non mais c'est ce qu'il faudrait faire. Ah oui. Autour du coupe-fil, le carter pour éviter de venir toucher le... Oui, il est protégé par un carter. Voilà. Moi j'ai un carter. Ah oui, si tu veux un tuyau. C'est un carter spécial alors. Non, c'est un tuyau en caoutchouc souple qu'on vient clipser sur le carter qui est à l'arrière. Ça nous fait comme ça un arceau en caoutchouc. D'accord. Et puis, voilà. Tu viens de taper le caoutchouc au lieu de taper la... C'est fabrication maison. Oui, complètement. D'accord. Ouais, c'est bon à savoir. Tu as des gens, les vendeurs de coupe-fil qui sont capables de t'installer. Les vignerons du Bussy-Saint-Georges se sont fait installer un arceau comme ça en métal. Il a fait une tige en métal. Donc ça permet ensuite de travailler assez vite et d'être en enherbement total. Et l'enherbement total est préférable pour la vigne qui va travailler en profondeur. Ben, oui. Dans une logique qualitative, l'enherbement est meilleur. C'est vrai qu'un sol nu, c'est pas considéré comme très qualitatif. À condition d'avoir quand même une végétation rase. Oui. Tu la tailles avec les chardons comme ça qui viennent te lécher, voilà. Si tu la tailles avec le rotofil, c'est plus rapide que désherber. Hein. C'est-à-dire que normalement, si tu passes tous les 15 jours, si tu peux passer ton fil tous les 15 jours, normalement, à la fin, on n'a que des graminées. On finit par avoir quelque chose de parfaitement facile à gérer. Le chardon, c'est que à force de couper, ça crève. Ouais. Alors pourquoi dans tous les vignobles, on peut aller n'importe où, il n'y a pas d'herbe au pied? Mais si tu vas dans tous les grands vignobles, tu verras de l'herbe au pied. Si, par exemple, la grande vigneronne en Bourgogne, c'est Madame la Louise-Leroy au domaine Leroy, c'est de la biodynamie et c'est extraordinaire. Elle ne coupe même pas les extrémités des rameaux. Ces rameaux pendent absolument partout dans sa vigne et elle fait les plus grands vins de Bourgogne. Elle vend ses appellations. Quand tu vas dans des vignobles, tu vois quelquefois tu as un enherbement à rang sur deux. Oui. Quelquefois, ou total, ou pas du tout. Ouais. Et puis souvent, tu as l'enherbement un rang sur deux, mais entre les pieds, c'est nickel. Oui, mais c'est pas une obligation. Il n'y a pas d'argumentation pour nettoyer sous le pied. Ça ne s'explique pas. Ce sont des pratiques, mais qui n'ont pas de... En réalité, c'est souvent aussi pour des aspects visuels, donner l'impression d'avoir quelque chose de propre. Les anciens, aujourd'hui, ils ont tendance à dire l'herbe, c'est sale. Enfin, je veux dire, on a un aspect... On réserve les choses en termes de mauvaises herbes. Alors que la réalité, c'est que le sol se nourrit au travers de son expression végétative, de son enherbement. Donc, bon, après, vous faites comme vous voulez. Ça, ce serait facile à mettre en œuvre, hein, parce qu'on aurait pu la nettoyer. Mais il faudrait avoir les appareils. Si, on aurait toujours à nettoyer. Le rotofil. C'est facile. C'est facile. Ça veut dire que tous les 15 jours, enfin, tombe toutes les semaines comme on fait. Oui, et puis tu passes le coupe-bordure.